Le 28 septembre 1988, Roch Thiéraut, complètement ivre, devient une menace redoutable. Ses 8 épouses, conscientes des dangers que représente son état, adoptent une posture de prudence. Elles évitent tout contact visuel avec lui, restent immobiles et éloignent les enfants pour les protéger. Après des années sous la coupe de leur gourou autoproclamé Moïse, elles ont appris à faire profil bas pour survivre. À 41 ans, Thiéraut incarne parfaitement le stéréotype du créateur de sectes déviants, dont la folie est exacerbée par la consommation excessive d'alcool. Il utilise sa position de pouvoir pour exploiter et maltraiter des jeunes filles vulnérables, et ses abus vont bien au-delà de la simple manipulation psychologique. Au fil des années, il a engendré 25 enfants, qui témoignent de l'ampleur de sa domination et de l'impact dévastateur de ses actions sur les vies de ses victimes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, je vous parle d'une histoire de secte, l'histoire de Roch Thiéraut, que vous m'avez vous-même conseillé dans l'espace commentaire de nos vidéos. À travers cette enquête, j'espère que vous en apprendrez plus sur cette affaire, et moi je vais vous laisser liker, commenter et vous abonner si jamais ce n'est toujours pas fait. Rejoignez-nous sur Instagram où nous sommes très actifs en ce moment et surtout n'hésitez pas à nous conseiller de nouvelles affaires dans l'espace commentaire ou même en message privé. Je vous laisse avec le générique et on se retrouve pour cette très triste, très horrible et très mystérieuse enquête. Roch Thiéraut voit le jour dans le petit village de Saint-Épiphane, situé dans la région du Bas-Saint-Laurent, un village surnommé le village du bonheur. Dès son plus jeune âge, il est plongé dans un milieu familial marqué par la pauvreté et une forte emprise religieuse. Il grandit dans une famille nombreuse où les valeurs ultra-catholiques sont omniprésentes, en grande partie sous l'influence du conjoint de sa mère, un ouvrier qui dirige les Bérets Blancs, un groupe militant catholique extrémiste. L'enfance de Roch Thiéraut est marquée par des événements traumatisants. Non seulement il subit la violence physique et psychologique, mais il est également victime de maltraitance. Bien que sa mère, animée par une foi intense, souhaite qu'il devienne prêtre, il est perçu comme une source de honte au sein de sa propre famille. Cette honte provient du fait qu'il est le fruit d'une union incestueuse entre sa mère et son grand-père, un homme alcoolique. Le beau-père de Roch, un individu brutal et colérique, le méprise profondément. Il n'hésite pas à l'insulter et à le battre régulièrement, sans que la mère ose intervenir pour le protéger. Ce climat familial toxique laisse Roch isolé et abandonné à son sort, même au sein de sa propre maison. À l'âge de 14 ans, n'en pouvant plus de cette vie de violence et de rejet, il prend la décision radicale de fuir pour de bon. Commence alors une période d'errance pour Roch Thiéraut. Pendant plusieurs années, il vit dans la précarité, mendiant de quoi survivre, dormant dans des refuges, acceptant des petits boulots pour subvenir à ses besoins. Malgré ces difficultés, sa vie prend un tournant en 1967, lorsqu'il épouse Francine Grenier. De cette union naissent 2 fils, Roch Sylvain et François, apportant un peu de stabilité dans l'existence tourmentée de Roch Thiéraut. Au début des années 1970, il s'établit à Thetford Mines, une ville minière de la région de Chaudière-Appalaches, où il tente de mener une vie plus stable. Il ouvre un petit commerce d'ébénisterie, cherchant à reconstruire son avenir sur des bases plus solides, loin des démons de son passé. Un soir de juillet 1972, la vie de Roch Thiéraut prend un tournant décisif lorsqu'il croise la route d'un pasteur. Cette rencontre agit comme un véritable choc spirituel pour lui, provoquant un éveil religieux profond qui bouleverse ses convictions.
Subjugué par les enseignements adventistes, Roach décide de s'engager pleinement dans l'Église du 7e jour, cherchant à se rapprocher de Dieu d'une manière nouvelle et plus intense. Animé par cette ferveur religieuse, Roach Thiero quitte son ancienne vie et s'installe avec un groupe d'amis à Sainte-Marie, un village situé dans la région de la Beauce. C'est là qu'il loue un bâtiment qu'il transforme en une clinique privée, une initiative qui devient rapidement le centre de son activité spirituelle. Pendant plusieurs années, il y offre des conférences et des thérapies, notamment pour aider ceux qui luttent contre les addictions, comme l'arrêt du tabac par exemple. Grâce à ses discours enflammés et à son habileté à s'appuyer sur les enseignements bibliques, il parvient à attirer un nombre croissant de fidèles autour de lui. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut donc parler de secte. Ces personnes, séduites par sa vision du monde et sa promesse de la seconde venue du Christ, commencent à former une véritable communauté autour de sa figure charismatique. Toutefois, les choses prennent un tournant plus radical lorsque Roach Thiero rencontre des difficultés avec le propriétaire du bâtiment qu'il loue. Cette situation le pousse à prendre une décision audacieuse: quitter la Beauce avec ses fidèles et partir à la recherche d'un nouvel endroit où établir leur communauté. Le 5 juin 1978, Roach et 28 autres membres de son groupe entreprennent un périple vers la Gaspésie, une région isolée et sauvage de l'est du Québec. Ils entassent leurs maigres possessions à bord de 2 camions, d'une voiture familiale et d'un bus scolaire, déterminés à recommencer leur vie loin de la civilisation. Le groupe s'installe d'abord à La Martre, un petit village côtier niché au cœur des montagnes gaspésiennes. Cependant, cette installation ne dure que quelques semaines, avant qu'ils ne déménagent à Bonaventure, une autre localité de la Gaspésie. Ce déplacement marque le début d'une nouvelle étape pour Roach Thiero et sa communauté, où ils espèrent vivre selon les principes qu'il leur inculque, dans l'attente fervente du retour imminent du Christ. Le 11 juillet 1978 marque un moment crucial dans la vie de Roach et de sa communauté. Au cours d'une expédition, Roach affirme être frappé par une vision divine, celle d'une montagne. Cette révélation mystique le guide, lui et ses disciples, vers un site isolé qu'il nommera plus tard le Mont Éternel. Situé à Hope, au bord du lac Sec à une quinzaine de kilomètres au nord du secteur Saint-Jog, cet endroit devient le nouveau foyer de la communauté. Sous l'influence de Roach, les membres de son groupe adoptent un mode de vie austère, se vêtant de longues tuniques en toile brune, de caleçons longs, des tenues pratiques pour se protéger des piqûres d'insectes dans cet environnement reculé. Ensemble, ils construisent une maison sur le site et s'y installent, cherchant à vivre en harmonie avec la nature, loin des contraintes de la société moderne. Cependant, malgré la volonté de Roach Thiero de former une communauté soudée et dévouée, des tensions apparaissent rapidement. Au fil du temps, plusieurs membres quittent le groupe, entraînant une diminution significative de sa taille. De 29 personnes au départ, la communauté se réduit à 16 membres. Malgré ces départs, ceux qui restent continuent de suivre Roach avec ferveur, convaincus par sa vision d'une vie plus pure et plus proche des enseignements bibliques. À l'époque, les observateurs extérieurs perçoivent les disciples de Roach comme des individus pacifiques et inoffensifs. Loin des troubles, loin des conflits, ils semblent vivre en marge du monde, animés par un désir profond de liberté, rien de plus. Ils cherchent à se libérer des contraintes sociales et bureaucratiques, allant jusqu'à détruire leur carte d'identité, leur permis de conduire et leur carte d'assurance sociale. Dans un rejet total des systèmes de contrôle, ils se délestent également de leurs biens matériels, aspirant à vivre simplement, en accord avec leur foi et leur idéal de vie naturelle. Cette quête d'indépendance et de pureté spirituelle les éloigne de plus en plus de la société civile, renforçant le caractère marginal et fermé de la communauté de Roach Thiero, désormais installée au Mont Éternel, dans l'attente de la réalisation des promesses prophétiques que leur leader leur a fait entrevoir. En septembre 1978, Roach franchit une nouvelle étape dans sa domination sur sa communauté
en décidant de rebaptiser chacun des membres avec des noms bibliques. Ce geste symbolique renforce son contrôle sur eux tout en consolidant leur appartenance à une vision apocalyptique du monde. Roach, de plus en plus convaincu de sa propre mission divine, annonce publiquement la fin du monde, fixant une date pour février 79. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait lors d'une entrevue accordée à Radio-Canada. Cette prédiction marque un tournant pour la communauté et des signes inquiétants commencent à apparaître. Des actes de violence, jusqu'alors discrets ou ignorés, sont signalés au sein du groupe, reflétant la montée de la tension et de l'instabilité sous l'influence de leur leader. La situation se détériore rapidement. À la fin du mois de mars 79, la police intervient pour la première fois. Roach Thiero et 3 de ses hommes sont arrêtés. Si les 3 adeptes sont rapidement relâchés, Roach, quant à lui, est placé sous évaluation psychiatrique à Québec. Les autorités s'inquiétaient de son état mental et de son influence sur le groupe. Après une évaluation, il est déclaré inapte à subir un procès en raison de troubles mentaux. Contre toute attente, il est relâché le 27 avril 79, retournant immédiatement auprès de sa communauté. À son retour, Roach reprend rapidement les rênes de sa secte, avec encore plus de détermination. Il ordonne à ses adeptes de réclamer l'assistance sociale, utilisant ses fonds pour satisfaire ses propres besoins. Avec l'argent obtenu par l'assistance sociale, il sombre dans l'alcoolisme, ce qui exacerbe encore davantage son comportement violent et tyrannique. Les humiliations, les actes de brutalité deviennent monnaie courante, plongeant la communauté dans une atmosphère de terreur, sous l'influence de Roach, dont le charisme autrefois protecteur se transforme en instrument de domination et de souffrance. Le rêve d'une vie libre et naturelle, éloignée des contraintes du système, se mue en un cauchemar pour ceux qui restent à ses côtés, désormais prisonniers de la folie destructrice de leur leader. Évidemment, les femmes de la communauté de Roach, qu'il avait d'ailleurs rebaptisée Moïse, étaient contraintes de se soumettre entièrement à sa volonté. En tant que maître absolu, il exerçait un contrôle total sur elles, tant physiquement que psychologiquement. Malgré les sévices, les tortures et les humiliations qu'il leur infligeait, ces femmes semblaient être prisonnières d'une forme d'adoration perverse envers leur bourreau. Isolées du monde, coupées de toute aide extérieure, elles vivaient dans un environnement où l'amour et la soumission étaient déformés par la domination de leur leader. Pour subvenir aux besoins de la communauté, ces femmes, qu'ils considéraient comme ses épouses, étaient contraintes de travailler. Elles gagnaient de l'argent en vendant des produits de boulangerie, des produits qui étaient d'ailleurs créés dans des conditions difficiles. Ce revenu était crucial pour la survie de la secte, mais aussi pour alimenter le pouvoir du chef. La vie communautaire, régie par Roach Thiero, a également vu naître de nombreux enfants. Cependant, loin d'être dans des lieux de sécurité et de joie, ces naissances se faisaient dans un contexte de violence et de terreur. Le gourou, dont la cruauté ne connaissait plus de limites, a fini par commettre l'irréparable, en assassinant un bambin ainsi qu'une femme de sa communauté. Ces crimes atroces mettent en lumière la descente aux enfers de cette communauté autrefois perçue comme pacifique, désormais en proie à la folie meurtrière de leur leader. Les horreurs qui se déroulaient au sein de ce groupe reclus sont finalement révélées au grand jour grâce au témoignage courageux de l'une des femmes ayant échappé à cet enfer. Ce témoignage met en lumière la violence extrême et l'emprise psychologique exercée par Roach Thiero, qui avait transformé ses disciples en victimes de sa propre dérive tyrannique et destructrice. Le 26 mars 1981, un événement tragique survient au sein de la secte dirigée par Roach. Un bébé de 2 ans trouve la mort, battu à mort, par l'un des membres du groupe, un homme nommé Néhémie, arrivé seulement quelques mois plus tôt en novembre de l'année précédente. Cet acte de violence extrême marque un tournant dans l'escalade de la brutalité au sein de la secte. Déjà en proie à la terreur imposée par Roach, quelques mois plus tard, le 14 septembre 81,
Roach lui-même commet un autre acte de barbarie, en castrant Néhémie en guise de punition. Cet acte de cruauté inouïe pousse Néhémie à quitter la secte, brisant ainsi ses liens avec le groupe. Toutefois, la violence continue de régner, et la secte reste sous la domination implacable de Roach, qui se fait donc appeler Moïse, comme je vous l'ai dit. Le 9 décembre 81, la situation atteint un point critique. Roach et 2 autres de ses membres sont arrêtés, mettant temporairement fin à un règne de terreur. Ils font face à 22 chefs d'accusation, notamment liés aux actes de violence perpétrés. Un ordre d'éviction est alors émis pour vider le secteur du lac Sec, forçant les membres à quitter le lieu de leur isolement. En avril 82, Roach est libéré de prison après une brève incarcération. Reconnu coupable de certains crimes, il est condamné à purger une peine de 2 ans moins 1 jour à Québec. Cependant, la libération n'éteint pas l'emprise qu'il exerce sur les fidèles. Sa disciple, Gabrielle Lavallée, enceinte de lui, est également condamnée à 9 mois de prison pour avoir participé à la castration de Néhémie. Cette complicité démontre à quel point l'influence de Roach avait déformé le jugement de ses disciples, les poussant à commettre des actes inimaginables sous son contrôle. Malgré cette condamnation, Gabrielle parvient à fuir à Noël de la même année, s'échappant ainsi de l'emprise de son bourreau. Cet acte de courage marque le début de la fin pour la secte. Peu après, Thiéraut est de nouveau arrêté, faisant face à des conséquences plus graves pour ses nombreux crimes. Ce cycle de violence et de manipulation, qui avait commencé sous le couvert de la foi religieuse, révèle une perversité et une destruction engendrée par Roach, cet homme qui avait transformé la foi de ses adeptes en un instrument de terreur et de mort. Le 23 janvier 84, Roach Thiéraut ordonne à ses fidèles de quitter la Gaspésie pour s'établir ailleurs. Suivant les instructions, le groupe achète une terre isolée à Burnt River, en Ontario, où ils espèrent pouvoir continuer de vivre leur vie communautaire à l'abri des regards extérieurs. Cependant, ce nouveau départ marque le début d'une série d'atrocités encore plus terrifiantes sous la direction de Roach Thiéraut. Rapidement, il reprend ses abus sur ses disciples, les poussant à des actes d'une cruauté inimaginable. Parmi les nombreuses horreurs qu'il perpètre, il cause des blessures mortelles à un enfant de 3 ans, en tentant de lui pratiquer une circoncision. Lorsque l'un de ses disciples est accusé de maltraitance envers un autre enfant, Roach le punit de manière brutale et le castre. Dans un geste encore plus cruel, il force l'un de ses propres fils à assister à ça. La violence de Roach ne s'arrête pas là. Il impose à Gabrielle Lavallée, l'une de ses disciples les plus fidèles, une amputation à froid au-dessus du coude, la mutilant sans anesthésie ni soin. Gabrielle, qui était connue sous le nom de Thirsta au sein du groupe, subit cette torture sous la domination de Roach. Mais l'horreur atteint son paroxysme lorsque, ivre, il tente une autre opération à froid sur Solange Boilard, appelée Rachel dans la secte. Utilisant un couteau de manière grossière, il essaye de lui retirer une partie de son intestin. Solange meurt après une journée d'agonie, victime de la folie meurtrière de celui qu'elle considérait comme un guide spirituel. En 1989, les autorités parviennent enfin à intervenir. Roach Thiéraut est arrêté et condamné à 12 ans de prison pour l'amputation du bras de Gabrielle. Mais ce n'est qu'un début. Le 18 janvier 1993, le jour de mon anniversaire, il est condamné à perpétuité pour le meurtre de Solange, scellant ainsi son destin en tant que l'un des criminels les plus notoires du Canada. Il est d'abord incarcéré à Kingston, en Ontario, avant d'être transféré à Port-Cartier, au Québec, puis au pénitencier de Dorchester, au sud de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Quelques mois après l'arrestation de Roach Thiéraut, Gabrielle Lavallée, ex-disciple du gourou, celle qui s'est fait amputer le bras, accorde une entrevue poignante à Simon du Rivage pour l'émission Le Point. Ça a été diffusé en 90 et dans cette interview, Gabrielle partage son récit de survie après avoir passé 13 ans sous la coupe de Roach Thiéraut. Elle décrit son expérience avec une intensité qui reflète l'ampleur de sa souffrance
qualifiant sa vie au sein de la secte de camp de concentration pendant 13 ans. Gabrielle ne cache rien aux journalistes et répond avec une franchise désarmante. Elle raconte sa vulnérabilité lorsqu'elle a intégré la secte en 77. À cette époque, elle venait de perdre son père à l'âge de 5 ans. Elle avait grandi dans un foyer marqué par une mère despotique, un climat familial rigide et oppressant. Ce passé douloureux la rend réceptive aux manipulations de Roach. Lors de leur rencontre, Gabrielle est immédiatement attirée par lui, impressionnée par le magnétisme qu'il dégageait. Elle se souvient de l'attrait puissant qu'il exerçait sur elle, ce qui l'a conduit à rejoindre sa communauté. Roach, avec une habileté perverse, parvient à attirer de jeunes vulnérables et troublés, exploitant leur fragilité émotionnelle pour intégrer le groupe. Gabrielle explique en détail la stratégie d'endoctrinement employée par Roach. Il utilisait des techniques de manipulation psychologique pour briser les individus, les isoler de leur ancien repère et reconstruire leur personnalité selon ses propres désirs à lui. Ce processus destructeur, qu'elle décrit comme une forme d'amputation mentale, visait à effacer toute autonomie de pensée et à imposer une obéissance totale à son autorité. L'interview de Gabrielle expose les mécanismes insidieux de manipulation et de contrôle mental employés par Roach. Son témoignage révèle non seulement l'ampleur des abus physiques et psychologiques qu'elle a subis, mais aussi la manière dont Thiéraut a exploité les vulnérabilités de ses adeptes pour asseoir son pouvoir tyrannique. Ce récit poignant met en lumière la cruauté de son règne et l'impact dévastateur qu'il a eu sur la vie de ses victimes. Durant son incarcération, Roach délaisse progressivement son ancienne identité spirituelle, abandonnant le nom de Moïse pour celui de Maître. Il se tourne vers l'écriture, cherchant peut-être une forme de rédemption ou de révision de son existence passée. Malgré ses nombreux problèmes de santé, y compris un diabète sévère, une crise cardiaque, un cancer des abcès ainsi que des troubles mentaux tels que des névroses, il continue de maintenir des liens avec certaines de ses épouses, avec lesquelles il a eu, je vous le rappelle, une trentaine d'enfants. Même au milieu de ses remords, il reste une figure complexe et troublée. Un homme dont la vie a été marquée par une succession d'actes de violence inouïs, mais aussi par une quête spirituelle dévoyée qui a mené à la souffrance de tant d'âmes innocentes. Gabrielle, par exemple, a vécu des horreurs inimaginables sous la domination de Moïse. Dans sa déclaration à la police, elle a révélé l'ampleur des sévices qu'elle avait endurés. Parmi les tortures les plus brutales, Roach lui avait arraché plusieurs dents à l'aide de pinces, ainsi qu'une partie de la gencive et de l'os de la mâchoire inférieure. Ces actes reflètent la cruauté extrême de Roach Thiéraut et son pouvoir absolu sur ses disciples. Terrorisée par cet homme qu'elle considérait comme le guide spirituel, Gabrielle a trouvé le courage de tout dénoncer, tous les abus dont elle avait été victime. Et sa déclaration, elle a été essentielle pour exposer la réalité des atrocités commises au sein de la secte. Les révélations de Gabrielle ont également donné un aperçu du cauchemar vécu par les autres membres prisonniers de l'emprise psychologique et physique de Roach. Face à ces témoignages accablants, les familles des disciples nourrissaient un espoir crucial, que Roach Thiéraut demeure suffisamment longtemps derrière les barreaux pour qu'il ne puisse plus reprendre son emprise sur ses fidèles à sa libération. Les familles savaient que son influence toxique et son pouvoir manipulateur constituaient un danger réel pour tous ceux qui restaient sous son contrôle. Elles espéraient que la justice empêcherait définitivement cet homme de continuer à causer du tort à ceux qui avaient déjà tant souffert sous son règne de terreur. En 2002, Roach Thiéraut présente une demande de libération conditionnelle, espérant retrouver une forme de liberté après des années de détention. Toutefois, sa demande est rejetée par les commissaires, qui dressent un portrait sévère de l'ancien dirigeant de la secte. Le rapport décrit Roach Thiéraut comme une personnalité narcissique bien ancrée, avec un registre émotif relativement fermé et un contrôle rigide sans émotion. Son attitude de supériorité et le potentiel de violence toujours présent en lui soulignent que malgré le fait qu'il soit enfermé, il reste un individu dangereux. Les commissaires notent également que le risque de récidive violente, identifié dès le début de son incarcération, reste très élevé. Le 26 février 2011, il est retrouvé mort dans sa cellule à 63 ans.
Les circonstances de sa mort sont assez brutales. Il a été victime d'une agression, survenue durant la nuit. Selon les enquêteurs, il avait été impliqué dans une bagarre avec un prisonnier. Les détails de l'incident ont révélé que la violence qui avait marqué sa vie ne l'avait même pas quitté en prison. Un petit peu plus tard, le 6 mai 2011, Matthew Gérard McDonald, un prisonnier de Terre-Neuve âgé de 60 ans, est accusé du meurtre de Roch Thiéraut. McDonald est jugé et reconnu coupable du meurtre du gourou de la secte. Il est condamné à 25 ans d'emprisonnement, payant pour l'acte de violence qui a mis fin à la vie de l'homme qui avait imposé une terreur sans nom à ses disciples. La mort de Roch Thiéraut en prison marque la fin d'une figure sinistre dont l'influence destructrice a laissé des cicatrices profondes dans la vie de nombreux individus. Son décès, conséquence directe de la violence qui avait caractérisé son existence, souligne l'ironie tragique de son sort. Celui qui avait semé la terreur a fini par devenir lui-même la victime. Pour Gabriel Lavallée, la mort de Roch Thiéraut représente une forme de délivrance, un soulagement après des années de souffrance inimaginables. Tout au long de son temps sous sa coupe, elle a enduré une série d'abus et de tortures qui lui ont laissé des cicatrices profondes sur son corps mais aussi sur sa vie. La fin de son bourreau marque la fin d'un chapitre de terreur et d'oppression, offrant à Gabriel et à d'autres survivants d'ailleurs un semblant de libération de l'ombre pesante de son influence. La mort de Thiéraut dans sa cellule, tué par ce prisonnier, symbolise pour les anciens disciples une sorte de justice ultime, bien que très tardive. Elle illustre la manière dont les victimes peuvent parfois trouver un sentiment de paix ou de fermeture lorsque les tortionnaires ne sont plus en mesure de nuire. Pour Gabriel, la fin de Thiéraut représente non seulement une libération de la terreur continue qu'il aurait pu continuer à exercer sur d'autres, mais aussi un soulagement pour elle-même et pour ceux qui ont survécu à son règne de cruauté. La délivrance qui est ressentie n'efface pas les traumatismes subis, ni les répare les années de souffrance infligées par lui-même. Toutefois, elle marque un tournant crucial dans un cheminement vers la guérison. La fin de Roch représente un acte symbolique de fin de cycle, permettant aux survivants de commencer à reconstruire leur vie et à chercher la paix après avoir été pris dans la tourmente d'un empire destructeur. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur cette histoire, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Les mauvais traitements infligés par Roch Thiéraut sont détaillés dans l'Alliance de la brebis, un livre qui est rédigé par Gabrielle elle-même. Thiéraut a aussi eu de nombreux enfants avec les femmes qu'il contrôlait, et la souffrance qu'il a causée à sa famille et à ses disciples a été relatée par ses propres enfants dans un autre ouvrage. On a aussi le film Moïse, l'affaire Roch Thiéraut, sorti en 2002, qui explore cette affaire complexe, dérangeante, offrant une vision cinématographique des événements qui ont marqué la vie de tout le monde. L'affaire Roch Thiéraut, marquée par une série d'abus et de violences extrêmes, se termine avec sa mort en 2011, après des années de domination tyrannique. Il s'était imposé comme un gourou autoproclamé et il a infligé d'innombrables souffrances à ses disciples, exploitant leur vulnérabilité pour assouvir ses propres désirs sadiques. Ces actes ont été décrits dans plusieurs livres et explorés dans plusieurs œuvres, et elles ont laissé des cicatrices profondes et durables dans la vie de ses victimes. La fin de Roch Thiéraut apporte une clôture à cette histoire cruelle. Sa mort, conséquence d'une agression par un autre, ne fait pas oublier les souffrances qu'il a causées. Les survivants qui ont enduré et survécu à son règne peuvent maintenant commencer un long processus de reconstruction. Cette affaire rappelle l'importance de la vigilance contre les formes d'abus de pouvoir et d'exploitation, ainsi que la nécessité de protéger les individus vulnérables contre les dérives des gourous et des sectes. Voilà tout le monde pour cette vidéo sur la secte de Moïse, l'histoire de Roch Thiéraut. J'espère que cette affaire a pu vous intriguer, vous intéresser et que mon récit a pu être à la hauteur des attentes des personnes qui m'ont proposé
cette affaire. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de liker, commenter et vous abonner, ce qui aide beaucoup à faire développer notre travail. Si jamais, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram et surtout n'hésitez pas à nous proposer différentes affaires dans l'espace commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir, 1, de vous lire, 2, de vous répondre et 3, de traiter des affaires que vous aimeriez voir directement sur notre chaîne. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire horrifique. Prenez grand soin de vous et faites attention à qui vous croisez. Bye guys!